Salut tout le monde, aujourd'hui présentation du combat d'Alex Volkanovski contre Diego Lopez à l'UFC 314 pour le main event et la ceinture des featherweight. Pour ce qui est d'Alex Volkanovski, il a un record de 26 victoires et 4 défaites. Sur toutes ses victoires, il a 13 victoires par KO, 3 par soumission et 10 par décision. Comme vous savez, Alex Volkanovski, il a été le champion pendant de nombreuses années. Il a perdu contre Ilia Topuria où il s'est fait mettre KO il y a un an environ. Et depuis, Ilia Topuria a rendu la ceinture après avoir battu Max Holloway où maintenant il va aller dans les lightweight. Et du coup, la ceinture est vacante. Et là, ils font Alex Volkanovski contre Diego Lopez. Diego Lopez, il a un record de 26 victoires et 6 défaites. Sur ses 26 victoires, il a 10 victoires par KO, 12 par soumission et 4 par décision. Donc ça devrait être un beau combat. Un combat qui n'était pas prévu. J'ai vu Alex quand j'étais à Sydney en février. Il était toujours pas sûr de qui ils allaient lui donner. Et au final, c'est pendant la Fight Week à Sydney où ils lui ont dit « Ok, il y a 99% de chances que tu combattes contre Diego Lopez ». Ça fait pas tant de temps de préparation, mais 2 mois pour un title shot, je suis sûr que les deux ils seront bien prêts. Donc hâte de voir ça. Le combat il va avoir lieu à Miami, sur la côte est aux US. Merci à Winamax de sponsoriser cette vidéo une fois de plus. D'ailleurs les gars, pour les nouveaux inscrits, ils vous doublent votre dépôt jusqu'à 100 € et ils vous donnent aussi 10 € supplémentaires avec mon code JOUCÉ10. Si vous êtes mineur, interdit de jouer. Et pour tous les autres, ça reste risqué. C'est un sport où on ne sait jamais qui va gagner, donc ne jouez pas des millions. Pour ce combat, vous avez les cotes. Du coup, Alex Volkanovski avec les cotes jusque-là et Diego Lopez avec les cotes juste là. On va commencer par les forces et faiblesses de l'un et de l'autre. Et ensuite, je vais vous donner les indications du game plan que je pense que les deux devraient aborder pour gagner ce combat. Pour les forces et les faiblesses d'Alex Volkanovski, comme j'ai pu dire dans les vidéos précédentes, je vais parler des forces et des faiblesses pour ce combat bien spécifique. La force numéro 1, ça va être son expérience et son fight IQ. Alex, il a combattu certains des meilleurs combattants au monde. Ilia Topuria, Islam Makhachev 2 fois et bien d'autres. Il a combattu pour 5 rounds à de nombreuses reprises et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment compter, surtout au plus haut niveau. Ensuite, quelque chose que tout le monde a pu voir dans ses combats, c'est clairement les feintes. Il arrive à avoir plein de réactions de la part de ses adversaires grâce à ses feintes et je pense que ça va être un point très très important. Troisième point, ça va être de mixer ses jabs et ses low kicks. Il est très très bon à mixer les deux et à vraiment rendre le chemin difficile pour son adversaire, à vraiment se rendre compte qu'est-ce qui arrive à lui entre les jabs et les low kicks. Et le dernier point, ça va être son cardio. Alex, il est connu pour avoir un cardio de malade. Il peut combattre 25 minutes et pas avoir l'air fatigué. C'est peut-être dû au fait qu'il était beaucoup plus lourd à l'époque, que maintenant il combat un poids bien plus léger. Il a encore les poumons d'un athlète plus lourd, mais avec moins de poids à porter. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence. Et des faiblesses, je pense qu'il n'en a pas énormément pour être honnête, mais la seule chose que je pourrais dire sur ce combat, c'est le fait qu'il est sur 2 défaites d'affilée. Donc ça peut lui donner un petit peu plus de pression et il peut peut-être avoir un petit peu moins confiance en lui que ce qu'il avait il y a quelques combats. Je doute que ce soit le cas, mais ça pourrait être l'un des points à retenir. Pour ce qui est de Diego Lopez, pour ses forces et ses faiblesses, je pense que sa force numéro 1, ça va être ses contres. Quand je dis ses contres, c'est qu'il est toujours prêt à frapper très très fort dès l'entrée de son adversaire. Et quand il contre, il n'est pas là pour juste toucher, il est là pour vraiment mettre KO. Il est là pour décrocher la tête du mec en face. Et ça peut aussi faire une grosse différence, surtout quand tu as un style en face où tu veux juste toucher et que tu n'oses pas trop, tu veux pas trop commit, tu veux pas trop rentrer trop proche, ça peut te faire encore plus hésiter. Donc ça, point numéro 1, c'est contre et surtout l'intention dans ses contres. Point numéro 2, la puissance. C'est aussi un petit peu en rapport avec ses contres, mais la puissance, il a vraiment dans toutes les positions. Même on peut voir quand il est dans le clinch, il envoie des gros uppercuts, il a eu des KO comme ça. Peu importe la position, on peut voir qu'il est très très puissant. C'est pas le plus technique debout, mais par contre, quand il frappe, ça fait mal. Point numéro 3, ça va clairement être ses soumissions et savoir être opportuniste. Il a pas mal de soumissions à son actif et il est capable
de vraiment soumettre dans n'importe quelle position au sol. C'est clairement un master au sol. Et ça, on verra s'il arrive à s'en servir sur ce combat contre Alex Volkanovski. Et la dernière force que je lui ai donnée pour ce combat, c'est ses low kicks. Il a eu plusieurs combats à l'UFC et avant l'UFC où il a réussi à faire des dégâts avec ses low kicks, qui a ensuite aidé à préparer ses attaques avec ses mains. Donc on va voir s'il arrive à faire ça contre Alex. On va étudier ça dans les vidéos suivantes. Et si je dois lui donner des faiblesses, je vais lui donner deux faiblesses. La première, ça va être quelque chose qu'il n'a pas par rapport à Alex, c'est le fight IQ et l'expérience, surtout l'expérience. Comme j'ai dit précédemment, Alex, il a combattu plein de fois, 25 minutes, plein de fois pour la ceinture contre les meilleurs mecs au monde. Pour Diego Lopez, ça va être clairement la première fois qu'il combat un mec du plus haut niveau mondial. Et je ne suis pas sûr qu'il ait déjà combattu 25 minutes. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas qu'il ait déjà combattu 25 minutes, en tout cas à l'UFC. Et par expérience, entre 15 et 25 minutes, croyez-moi, ça change. La préparation n'est pas la même, l'intensité du début de combat n'est pas la même. Et ensuite, savoir rester dans la zone rouge pendant 10 minutes de plus, ça change aussi un combat. Donc on va voir si ça, il arrive à bien gérer sur ça. Et la dernière faiblesse, il se fatigue. Il se fatigue un petit peu vite. Contre un mec qui a un gros cardio, ça peut aussi lui porter préjudice. Pour revenir sur les forces d'Alex Volkanovski, donc j'ai dit la première, c'était son fight IQ et son expérience. Ça, c'est pas des choses que je peux vous montrer en vidéo. C'est vraiment quelque chose voilà, qui se voit au quotidien. On peut voir que mentalement, il est toujours au-dessus dans un sens où il arrive toujours à lire les attaques de ses adversaires. Il arrive toujours à exploiter le meilleur game plan pour vraiment se servir de ses forces contre les faiblesses de son adversaire. Donc on va voir s'il arrive à le faire contre Diego Lopez, mais c'est clairement son avantage numéro 1, sa force numéro 1. Ensuite, à partir de maintenant, on va voir sa force numéro 2 que je vous ai donnée. Donc c'était ses feintes. On peut voir dans ce combat qu'il le fait face à Ortega. Dès le début du combat, vous pouvez voir à l'image, dès le début, autant avec son bras avant qu'avec ses jambes, il fait toujours réfléchir. Et on peut voir en face, Ortega, ça réagit non-stop. Ça réagit non-stop dès le début. Dès qu'il bouge son bras, Ortega, il ne sait pas si c'est des attaques ou si c'est des feintes. Et clairement, quand tu arrives à avoir des réactions comme ça dès le début du combat, vous voyez là avec le bras avant, juste là, on peut voir Ortega il réagit en même temps. Il est là, putain, est-ce qu'il va attaquer, est-ce qu'il ne va pas attaquer, est-ce que c'est une feinte, est-ce que c'est une attaque? Ce qui fait que là, vous pouvez voir par la suite, Ortega, il manque le kick parce que sa distance n'est plus bonne grâce aux feintes à Volkanovski. Là, une fois de plus, on peut voir, il feinte, il feinte, il feinte. Il ne sait pas quand il va y aller. Il feinte, vous pouvez voir les réactions. Et là, quand il est prêt, il envoie le gros jab. Une fois de plus, il feinte avec son bras avant. Il feinte le changement de niveau. Et là, quand il est prêt, il envoie un gros jab. Tout ça, c'est grâce aux feintes et grâce aux réactions. Parce que Ortega ne sait pas quand est-ce que Alex va attaquer. Une fois de plus, sur cette séquence, vous pouvez voir, il change de niveau. Il bouge son bras avant, il bouge son bras arrière. Ensuite, il utilise les jambes. Là, pareil, des fois, avec son bras avant, il va attraper le bras d'Ortega. Je rejoue ici, vous allez voir. Avec son bras avant, il va attraper la garde d'Ortega. Et du coup, ça, c'est pareil, ça peut énormément distraire. Vous ne savez pas s'il vient pour un punch, s'il veut attraper votre garde ou s'il cherche à attaquer. Là, vous voyez la vitesse de déplacement et la vitesse de feinte. Là, c'était magnifique. Surtout qu'il feinte avec les bras, mais il feinte aussi le changement de niveau où du coup, Ortega ne sait pas si ça va être un takedown ou si ça va être une attaque avec ses poings ou avec ses jambes. Ortega a plein de choses à penser au même moment et du coup, ça fait que Ortega ne pense même pas attaquer lui-même. Magnifique, ensuite ça attaque avec le bras arrière. Maintenant qu'on a vu la qualité de ses feintes, on va voir comment il arrive à vraiment les implémenter. Une fois qu'il a réussi à avoir toutes les réactions avec ses feintes, et vous pouvez voir, Ortega est toujours en mode, putain, qu'est-ce qui arrive? Ok, est-ce que je dois défendre ses punches? Est-ce que je dois bloquer ses kicks? Est-ce que je dois changer mon niveau, être prêt à se prôler pour défendre les takedowns? Est-ce qu'il faut que je sois prêt à défendre contre le mur? Qu'il a toutes ces informations qui sont vraiment enregistrées dans son cerveau. Maintenant, Alex, il va réussir à vraiment se servir de ça pour utiliser son jab et ses low kicks et toute la suite. Donc là, maintenant, on va passer au jab. Là, vous pouvez voir, du coup, il fait les feintes. Ortega, il ne sait pas ce qui va arriver.
Et là, il y a le jab au moment où Ortega il avance. Une fois de plus, je le rejoue, vous pouvez voir, il a toutes les réactions avec ses poings, avec les changements de niveau. Et quand Ortega il dit ok, j'avance, là, il se fait jab en pleine tête. Bon, juste là, il a toutes les réactions. Il va changer de niveau aussi juste avant. Ortega, il sait vraiment pas ce qui se passe. Et là, au moment où il change de stance, gros jab en pleine tête. Là, on est un petit peu plus loin dans le combat. Ils sont au deuxième round et c'est pareil. Il a eu toutes les réactions. Ortega, il met la pression et le jab qui touche. Magnifique. Il a vraiment un très très beau jab. En plus, il a beau être plus petit que ses adversaires en général. Il arrive quand même à atteindre assez loin avec son jab. En plus, vous allez voir Ortega qui essaye de rester proche après le jab. Mais Volk qui arrive à baisser son niveau. Et derrière, ça le repousse en arrière. L'action, elle continue. C'est pareil, il continue ses feintes. Là, il s'est fait contrer. Il a le jab, magnifique. Une fois de plus. Il va se faire contrer là sur son kick. Jamais kicker quand tu es en face. Et là, il retouche avec son jab, il mixe ses attaques. Il vient du kick au jab. Ok, on a vu son expérience et son fight IQ. On a vu ses feintes, on a vu ses jabs. Et maintenant, on va voir ses low kicks. Jab et low kick, c'est le résultat de la qualité de ses feintes. Okay, donc là, sur les vidéos, on va voir vraiment comment les kicks, ça peut faire une belle réaction. Vous pouvez voir là sur la vidéo, quand il avance, vous pouvez voir la jambe à Ortega qui fait que bouger parce qu'il ne sait pas quand est-ce que Alex va le kicker. Et il sait que dès que ça va kicker, ça va faire mal. Vous pouvez voir, à chaque fois, il bouge la jambe, il est prêt à défendre. Mais au final, la seule fois où Alex, il envoie le kick, c'est la fois où Ortega n'a pas défendu. Pareil sur cette séquence, il bouge, il lui donne plein d'informations. Et au moment où il est prêt, il renvoie le kick avec sa jambe arrière. C'est magnifique. Là, dès le début du round, il lui donne des informations. Et dès qu'il est prêt, il envoie le kick à l'intérieur de la jambe. Et ensuite, il revient avec le corps. Il est bon aussi et ensuite pour la jambe arrière. Il est bon pour mixer les cibles. Il n'envoie pas toujours au même endroit. Il envoie souvent au mollet, mais pas que. Des fois, il mixe les cibles aussi. Il continue de lui donner des informations. Il bouge. Il fait semblant de rentrer. Et au final, quand la distance est parfaite, il envoie le low kick. Ouh, il s'est bien fait contrer. Là, il lui donne des informations. Il fait semblant de rentrer. Et quand il est prêt, gros low kick au mollet. Il va faire semblant de kicker avec sa jambe droite. Juste là, Ortega, il avance. Et boum, il contre avec sa jambe gauche au moment où Ortega, il avance et qu'il n'a pas la bonne distance. Et là, ensuite, il le punit avec le kick au mollet. Très belle séquence. Nouvelle séquence, maintenant, on est dans le troisième round. Il garde la distance. Et quand il est prêt, que la distance est bonne, il le punit avec le kick droit. Je le rejoue, c'est pareil. Là, il s'assure que la distance soit bonne. Et quand elle est là, boum, ça punit. Vous pouvez voir que les dégâts, ils ont été faits maintenant au troisième round. Quand ça touche, ça fait très mal. Et dès qu'il feinte le kick, derrière, il y a des grosses réactions. Une fois de plus. Là, ça fait très mal. Là, il va refeinter le kick. Juste là, vous allez voir la réaction. Ouh, grosse réaction d'Ortega. Maintenant, on passe sur des séquences avec Topuria. Pareil, il a eu les réactions au début de combat. Et là, il envoie le gros kick au mollet. Et on peut voir tout de suite sur Topuria qui bouge la jambe en arrière juste après que clairement, ça a fait des gros dégâts. Juste là, il bouge. Et quand il y a du poids sur la jambe, il va envoyer fort le kick. Et là, clairement, il n'en faut pas beaucoup des kicks comme ça pour qu'il y ait des vrais dégâts et que derrière, le mec n'arrive plus à se déplacer aussi bien, aussi rapidement. Je le rejoue une fois de plus. Là, il se déplace. Et quand le timing il est bon, il va envoyer le kick grâce aux feintes du jab. Pareil sur cette séquence, il continue de mixer ses feintes avec son bras avant. Il feinte. Et ensuite, il revient avec le kick à l'intérieur, puis le kick à l'extérieur. Il feinte avec le bras avant, kick à l'intérieur, puis kick à l'extérieur. Pareil, une fois de plus. Juste là, il feinte avec le bras avant, il envoie un jab, continue les feintes, kick à l'intérieur, kick à l'extérieur. Le combat continue, il continue les feintes. Et là, ça touche. Même les kicks comme ça qui touchent pas fort, des fois, ils peuvent quand même faire mal. Vous pouvez voir que ça bouge la jambe à Topuria. C'est que clairement, il y a quand même eu de l'impact. Dans ses faiblesses, comme j'ai dit, Alex, il n'a pas vraiment beaucoup de faiblesses. Les seules faiblesses que je peux lui donner, entre guillemets, ou du moins pour ce combat, c'est le fait qu'il a perdu 2 combats d'affilée. Et je pense que la confiance dans ce sport, c'est clairement primordial. Je doute qu'il ne soit pas en confiance. Le connaissant personnellement, je sais qu'il sera quand même en confiance.
Mais ça peut être un point à ne pas négliger entre ce que les gens disent et ce que les gens ressentent. Des fois, il peut y avoir une différence. Donc, on verra. Est-ce qu'il va hésiter à être aussi avenant, aussi sur l'attaque et sur l'offense que ce qu'il est normalement? Réponse dans quelques jours. Ok, maintenant on va passer aux forces et aux faiblesses de Diego Lopez en commençant par sa force numéro 1 que j'ai mentionné précédemment, ses contres, et par ses contres, ce que j'appelle l'intention de ses contres. Il est là pour vraiment vous décrocher la tête, il n'est pas là pour juste toucher dans ses contres, il est là pour mettre KO à chaque fois qu'il touche. Là vous pouvez le voir sur cette séquence, c'est Ige qui va entamer son attaque. Et clairement, Lopez, quand il contre, vous pouvez voir que c'est pas le plus technique, mais par contre, il est là pour frapper fort à chaque fois. Crochet, crochet. Juste là. Crochet. Ouais, ça frappe fort. Vous savez que si ça connecte, ça peut faire des vrais dégâts. Dès qu'il y a de l'attaque en face, il veut contrer, tout simplement. Bon, et là, ça connecte. Même quand c'est un kick qui arrive, il a toujours les mains qui sont prêtes. Comme j'ai dit, techniquement, c'est pas le plus beau à voir, mais par contre, en face, ça fait réfléchir parce que vous savez qu'à chaque fois que vous allez attaquer, le mec va vouloir vous décrocher la tête à chaque fois. Même sur les séquences où il contre pas vraiment parce que c'est juste une feinte en face, vous voyez dans ses points qu'il est prêt à y aller. Vous allez voir là, je vais jouer au ralenti. 0,25. Dès qu'Ige il est prêt à attaquer, regardez les points de Lopez. Il fait la feinte. Lopez, il était prêt à contrer immédiatement. Ça, dans un gameplay, ça compte aussi. Parce que vous savez qu'à chaque fois que vous allez attaquer, le mec, il va vous contrer. Et c'est une chose qu'on va voir dans les chemins de la victoire. Là, pareil, on est sur le combat contre Ortega. C'était son dernier combat. Vous allez voir, au moment où Ortega il est rentré, Lopez, il était là pour lui décrocher la tête et il a le knockdown directement. Et ça, c'était au tout début du combat. Ça faisait que 30 secondes que le combat a commencé. Bon, on peut voir sur les séquences précédentes que vous voyez là, juste là. Je vais expliquer doucement. Vous pouvez voir sur les séquences, quand Ortega il avance, Lopez, il recule et il lui fait croire qu'il peut attaquer. Sauf que cette fois-ci, quand il va être prêt, il va garder ses pieds au sol, incrusté au sol, et il va attaquer fort au lieu de se déplacer en arrière. Juste là, vous allez voir. Bon. Je vais le rejouer au ralenti, bien entendu. Au moment où Ortega il va attaquer, il va garder ses pieds au sol, prêt à contrer, baisser son niveau. Boum! Grosse main droite et gros crochet gauche par la suite. Pareil sur cette séquence. Ortega il avance. Lopez il est prêt à contrer. Une fois de plus, Ortega il avance. Lopez il reste là, il compte par-dessus. Main droite, crochet gauche. Main droite, crochet gauche. Et là pareil une fois de plus. Sauf que cette fois, crochet gauche, main droite. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, ça commence main droite, crochet gauche. Et là, pareil, il reste. Et cette fois, c'est l'opposé. Main gauche et main droite. Des séquences comme ça, c'est clairement ce qu'il y a tout le long de ces combats. Il est là, quand ça attaque en face, comme là. Il reste incrusté au sol et il renvoie direct. Il ne veut pas beaucoup donner de territoire. Il ne veut pas trop se déplacer en arrière sur les attaques de ses adversaires. Il veut rester là et faire payer pour chaque attaque. Des fois, ça connecte, des fois, ça ne connecte pas. Mais peu importe, l'intention de faire mal, l'intention de contrer est toujours là. Dans la tête du mec d'en face, ça va le faire réfléchir. Il sait que dès qu'il va attaquer, le mec va essayer de lui faire mal directement. Il ne va pas se déplacer en arrière ou quoi que ce soit. Et ça, sur le game plan que Alex va aborder, il doit l'avoir en tête. Une fois de plus, Ortega qui avance. Il revient, main droite, crochet gauche. Et c'est ça clairement tout le long. Soit il bouge. Là, ça va être le même principe.
Il se déplace au début, ensuite il garde ses pieds incrustés et il renvoie la main droite par-dessus le jab. Juste là aussi. C'est beau ça, en plus il va au corps d'abord cette fois. Je joue au ralenti, vous allez voir. Il mixe, c'est rare qu'il le fasse, qu'il mixe les cibles, mais quand il le fait, c'est bien parce que ça touche, ça surprend. Il va au corps et ensuite il revient crochet gauche par-dessus. C'était très beau ça. Là, une autre séquence. Ortega, il va attaquer. Lopez, il reste là. Pareil, il mixe au corps et ensuite à la tête. Une fois de plus, vous allez pouvoir voir. Ortega, il va attaquer. Lopez, il reste sur place. Au corps, puis à la tête. Puis encore à la tête. Ça touche pas forcément sur cette action, mais ça aurait pu faire très très mal. Il reste sur place et il contre. Cette fois avec 3 punches. La première, vous pouvez voir là, il bouge en arrière. Il fait croire à Ortega qu'il peut attaquer, sauf que cette fois, il va rester sur place. Droite, gauche, droite. Il bouge en arrière. Cette fois, il va rester sur place. Droite, gauche, droite. Et ça touche à chaque fois. Ortega, il a un gros menton. Mais ça aurait pu finir le combat, ça aussi. Là, pareil. Il reste, il commence à mixer un peu plus avec le corps. Juste là. Il baisse son niveau et il renvoie. Juste là. Première attaque d'Ortega. Lopez se déplace en arrière. Deuxième attaque, il reste sur place et il envoie. Bon. Ce qui fait qu'à chaque fois, Ortega, il ne sait pas si le mec va se déplacer et que du coup, il peut attaquer. Ou si, au contraire, il va rester sur place et il va se faire contrer par 1, 2 ou 3 punches d'un coup. Point numéro 2 dans ses forces et la puissance, et les vidéos sont les mêmes. Hein. C'est clairement quand ça touche, ça fait mal. On peut voir qu'il fait des dégâts à chaque fois. Des fois, il connecte dans des positions un petit peu bizarres, mais en tout cas, ça fait clairement des dégâts. Et ça a les réactions nécessaires pour continuer à exploiter son game plan. La force numéro 3 que j'avais pu mentionner, c'était ses soumissions. Et il est très opportuniste en général. On a pu voir sur certaines séquences que même quand le mec le takedown par exemple, et qu'il sait qu'il va être amené au sol, il se sert déjà de ça pour attaquer des soumissions, pour regagner la position ou pour même finir le combat dans certaines situations. Par exemple, sur cette séquence, vous voyez, contre Ige, au moment où Ige il va le takedown, Lopez il est déjà prêt à aller sur la guillotine et c'est termine la guillotine. Ce qui fait que Ige aurait pu avoir un très beau takedown et au final il se retrouve dans une position qui est clairement pas favorite où ensuite là il aurait pu être terminé directement par l'étranglement. Donc vraiment il se sert de chaque séquence pour pouvoir terminer le combat. Et ça c'est dangereux. Quand tu combats un mec comme ça, tu sais que si tu shootes, il y a moyen qu'il aille sur une guillotine ou un anaconda ou un dars. Comme là, ces situations juste là. Et sa dernière force, c'est ses low kicks. Pareil, il a réussi dans ses combats précédents à avoir pas mal de dégâts sur ses low kicks. Et l'avantage des low kicks, c'est qu'une fois que tu fais des dégâts sur la base, donc sur la jambe du mec, ça va le rendre beaucoup plus difficile à lui pour casser la distance et ensuite pouvoir t'attaquer. Donc c'est quelque chose qu'il fait très bien. Il fait des dégâts sur les jambes et derrière, ça fait réfléchir le mec. Combat contre Dan Ige une fois de plus. Combat qu'ils avaient eu en short notice pour les deux. Je crois que Dan Ige, pour la petite histoire, était rentré dans le combat à quelques heures du combat. Mais c'était quand même un bon combat à voir. Juste là, il attaque la jambe avant. Surtout Dan Ige, il a des bonnes mains. Mais quand tu n'as plus ta jambe avant, c'est difficile d'avoir des bonnes mains. Juste là, il attaque la base directement. Et une fois de plus, le combat continue. Au moment où la jambe est disponible, il attaque. Et vous pouvez voir pareil. Il attaque fort la jambe, mais ensuite il revient fort avec ses mains. Et vous pouvez voir l'intention qu'il a, c'est clairement de lui arracher la tête. Regardez, il envoie fort le low kick. Et ensuite le gros crochet. Il va envoyer fort le low kick au moment où il y a le poids du corps de Ige sur sa jambe. Il va stepper, boum. Et ensuite, gros crochet. Où clairement, si ça connecte, ça aurait pu faire des gros dégâts. Pareil, là, vous pouvez voir quand ça kick, maintenant qu'il y a eu 2-3 kicks qui ont touché fort, vous pouvez voir que les dégâts, ils sont là immédiatement. La jambe, elle bouge en arrière, le mollet, il commence à être bien rouge. Et comme j'ai dit, il n'en faut pas beaucoup des kicks comme ça en général. Juste là, c'est pareil. La jambe, elle est disponible. Même si ça touche pas fort, ça touche quand même. Et quand Ige, il veut contrer, il est prêt à contrer avec ses bras immédiatement. La jambe, elle va être disponible. Et ça touche fort. Comme ça, on ne se rend pas compte
pour ceux qui n'ont jamais combattu. Mais des fois, les kicks, ils n'ont pas besoin de toucher fort pour qu'on les sente. Et surtout, quand tu kicks comme ça, sans protège tibia, à pleine puissance, c'est pas comme les kicks à l'entraînement où tu as des protèges tibia, tu kicks pas très fort, tu n'as pas la même intention. Là, c'est os contre os ou os contre muscle, tu le sens directement. Donc, ouais, les dégâts, des fois, un kick, deux kicks, et la jambe, elle peut être déjà vraiment compromise. Maintenant, on va passer au chemin de la victoire, en commençant par Alex Volkanovski. Je pense que clairement, il va falloir qu'il soit très très patient. On a vu que Diego Lopez, ça contre très très fort. On a pu aussi voir que des fois, Lopez peut se fatiguer, comme ça avait été le cas contre Dan Ige au troisième round. Il avait clairement descendu le volume et Dan Ige le touchait beaucoup plus. Et Alex, de l'autre côté, a un cardio de malade. Il peut combattre le temps qu'il a besoin et garder l'intensité le plus haut possible. S'il arrive à vraiment être patient sur les 2 premiers rounds sans prendre de dégâts, ensuite, je pense que le point numéro 2 que je lui donnerai, c'est à partir du 3e round, c'est là où il va devoir commencer à mettre la pression et à augmenter le volume pour commencer à toucher de plus en plus et à vraiment capitaliser sur la fatigue de Diego Lopez accumulée pendant ces 2 premiers rounds. Le point d'après, ça va être de mixer entre ses feintes, ses low kicks et ses jabs, tout simplement. On a pu voir, Alex, il est très très bon à mixer ces 3 attaques. S'il arrive à faire ça, surtout au début du combat, il va réussir à vraiment rentrer dans la tête de Diego Lopez. Diego Lopez ne saura jamais quand Alex est là pour attaquer ou pour feinter. Il va réussir à juste le toucher quand il a besoin, tout en restant assez loin pour ne pas se faire contrer. Et ensuite, il arrivera à capitaliser. En tout cas, est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça devrait être l'un des chemins de la victoire pour Alex. Le dernier point, ça va être utiliser l'une des forces principales de Diego Lopez, qui est les contres. Okay, on a vu que Diego Lopez est très très bon à contrer. Je pense que si Alex arrive à lire ses contres, il va pouvoir le faire payer sur ce qu'on appelle la deuxième phase d'attaque. Donc, si Alex arrive à feinter ou à juste le toucher et ensuite se retirer en arrière au moment où Lopez contre, ça peut mettre Lopez dans une position et ensuite il est dans une mauvaise position et ensuite Alex peut capitaliser sur la deuxième phase. Okay, on va voir si Alex ça fait partie de son game plan ou pas. Et on va voir si c'est le cas, s'il arrive à le mettre en place, oui ou non. En tout cas, je pense que contre un mec qui contre énormément, ça peut clairement être une bonne idée. Donc vraiment, attendre les contres de ton adversaire pour ensuite contrer ses contres, tout simplement. Maintenant, le chemin de la victoire pour Diego Lopez. Il n'a pas la même expérience que Alex Volkanovski. Par contre, il a clairement des armes très très fortes qu'il va pouvoir utiliser. On va voir s'il y arrive. Je pense que la première arme qui devrait essayer en tout cas d'utiliser contre Alex, ça va être ses low kicks. On va voir juste là que d'ailleurs Alex s'est fait toucher sur pas mal de low kicks, notamment sur le combat contre Topuria. Et ça pourrait aussi expliquer ensuite pourquoi Volk ne peut pas se déplacer aussi bien et aussi rapidement. En plus, c'est clairement l'une des forces de Diego Lopez. Donc s'il arrive à toucher fort sur ses low kicks, il va réussir à ralentir Alex Volkanovski. Il arrivera à faire des dégâts avec ses poings par la suite. Juste là, on peut voir Alex, il bouge beaucoup, il donne des problèmes à Ilya, mais Ilya, il va le faire payer avec la jambe. Boum. Là, vous pouvez voir comment ça tourne. Alex sur ce kick, c'est que clairement l'impact était violent et que les dégâts, ils vont être ressentis immédiatement. Juste là, gros kick. Boum. Ça le met en déséquilibre. Et pareil, il va le faire plusieurs fois d'affilée. Là, pareil, il a du mal à réagir aux feintes. Dès que la jambe est disponible, pareil, il refait payer une fois de plus au même endroit. Juste là, je le rejoue. Alex, il se déplace vers la gauche, donc il va du côté du kick de Topuria. Dès que la jambe est disponible, il le fait payer. Une fois de plus, cette fois, Alex, il se déplace de l'autre côté. Et dès qu'il revient ou dès qu'il reste sur place, il se déplace, vous pouvez voir, il se déplace sur sa droite, donc sur la gauche de Topuria, mais dès qu'il reste sur place et que la jambe est disponible, là, il s'arrête. Boum, la jambe, elle est prise.
Une fois de plus, vous pouvez voir, Alex se déplace sur le côté, la jambe ne peut pas être disponible. Mais dès qu'Alex s'arrête, Topuria il capitalise. Et il lui prend la jambe. Là, on est sur le deuxième round, c'est pareil, dès que la jambe est disponible. Surtout que là, il y a le mur. Juste là, il y a le mur. Derrière, il y a la cage. Alex, il ne va pas pouvoir se dépasser avec autant de place derrière lui. Sa jambe avant, elle est disponible. Topuria, elle le fait payer. Ça peut clairement être un point très important pour Diego Lopez. S'il arrive à casser la base d'Alex Volkanovski, à vraiment lui faire mal sur cette jambe avant, Alex aura beaucoup plus de mal à feinter et avoir les mêmes réactions avec ses feintes, avec ses jabs et ce genre de choses, parce qu'il n'arrivera pas à combler la distance, vraiment être in and out autant que ce qu'il le fait quand il n'a pas mal aux jambes. Ensuite, point numéro 2 pour Diego Lopez, je pense que ça va être les contres. C'est l'une de ses forces. Il le sait, Volkanovski le sait, mais quand c'est l'une de tes forces, il faut l'utiliser, peu importe ce qui se passe en face. Donc voilà, il va falloir qu'il utilise ses contres, mais je pense qu'il va falloir qu'il utilise ses contres avec plus qu'un punch. Alex, il est très bon à te faire manquer sur le premier punch. Par contre, sur le deuxième, troisième, quatrième punch, c'est là où ça peut toucher. Il est aussi très bon en ça, mais il y a beaucoup plus de chances qu'il connecte sur le deuxième, troisième ou quatrième punch sur ses contres. On verra si c'est quelque chose qu'il a bossé. En général, il compte que sur un ou deux punchs. Je pense que s'il arrive à ajouter un ou deux punchs en plus, il pourrait capitaliser sur ça. L'un des autres points, c'est que quand Alex il va engager les attaques, et que Diego va essayer de contrer, des fois, ils vont arriver à cette distance qui va être vraiment au clinch. On peut voir sur l'un des combats contre Sodiq Yusuff, quand ils sont arrivés au clinch, il a réussi à envoyer des gros uppercuts et à le drop juste comme ça. Il peut avoir une grosse puissance à petite distance, où il n'a pas besoin d'envoyer de très loin. Donc ça, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il s'en serve. Surtout qu'Alex aura plus ou moins, pas peur, mais il s'attendra plus à ce que Diego Lopez essaye soit de contrer, soit de l'amener au sol. Donc je pense que s'il arrive à vraiment envoyer des uppercuts dans le clinch et ce genre d'attaque, je pense qu'il arrivera à faire des dégâts. Et comme j'ai dit, pas sur le premier punch, mais sur le deuxième, troisième, quatrième punch, là, ça peut payer. C'est exactement sur cette séquence, vous pouvez voir, ils arrivent au clinch et sur le troisième ou quatrième punch, ça touche en uppercut et ça l'envoie au sol directement. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir qu'il utilise. Je vais le jouer au ralenti. Contre Alex, ça peut être quelque chose de très dangereux s'il arrive à faire ça. 1, 2, 3, quatrième punch qui touche juste en dessous en uppercut. C'est un punch qu'il n'a pas vu venir. Les punchs que tu vois pas venir, en général, c'est ceux qui font plus de dégâts. 1, 2, 3, quatrième punch juste en dessous l'uppercut. Ça touche très très fort et ça le drop. Une fois de plus, Yusuff qui avance, ils arrivent au clinch. 1, 2, 3, 4. Waouh. Un autre point, ça va être clairement réussir à amener Alex au sol. Sauf que je pense que Diego Lopez est très fort quand il est au sol. Par contre, ce n'est pas le meilleur lutteur. Je pense que ses amenés au sol ne sont pas les meilleurs, entre guillemets, par rapport à la qualité de défense d'Alex Volkanovski. Par contre, Diego Lopez est très opportuniste. S'il arrive à attraper l'un des kicks, s'il arrive au moment où Alex attaque, à le mettre en déséquilibre et qu'ils arrivent au sol, si Alex shoot lui-même, il arrive à attaquer une soumission pour se défendre ou ce genre de choses, et qu'il arrive à vraiment être opportuniste et attaquer la soumission, il serait capable potentiellement de terminer le combat aussi. Et ça, c'est pareil. C'est un gros chemin de la victoire, je pense, pour Diego Lopez. On va voir, comme sur cette séquence juste là, ça, c'est savoir être opportuniste. Vous avez pu voir, on a vu précédemment cette séquence où Danny Gay, il va shooter et Diego Lopez, il est directement sous l'opportunité d'attaquer le coup et d'aller sur la guillotine et ensuite le darce par la suite. Juste là, il perd pas de temps. Il perd pas de temps directement. Ça, c'est très très dangereux. Il est très très bon. Jiu-Jitsu, ceinture noire de Jiu-Jitsu et de très très haut niveau.
Quand je dis opportuniste, c'est pareil, c'est savoir attraper les kicks. Par exemple, là, vous pouvez voir sur cette action, Danny Gay, il va kicker, il attrape le kick et derrière, la séquence, elle est au sol. Oui, c'est pas idéal de prendre un kick, mais par contre, il arrive à l'attraper et ensuite à amener le mec au sol. C'est un combat. Derrière, il arrive à prendre le dos et il peut terminer le combat. Comme j'ai dit, il est ceinture noire du jiu-jitsu au plus haut niveau. Il est capable de terminer n'importe qui quand il a le dos. Justement, en parlant d'opportunité, je suis sûr que vous vous rappelez quand Volkanovski avait combattu contre Ortega. Juste là, Ortega qui attrape le low kick, Ortega qui saute sur la guillotine et le combat aurait pu être terminé juste là. Ortega avait été extrêmement opportuniste sur cette action. Il n'avait pas réussi à terminer. En tout cas, c'était très très proche. La guillotine était vraiment profonde, comme vous pouvez le voir. Et le combat aurait pu être terminé alors qu'il était en train de perdre les 3 premiers rounds. Donc ça, c'est clairement quelque chose de très dangereux pour Alex Volkanovski et c'est une grosse opportunité pour Diego Lopez. Ok les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, si vous voulez parier, comme j'ai dit, c'est sur Winamax. Les cotes, une fois de plus, vous avez là pour Volkanovski, vous avez là pour Diego Lopez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Qui vous pensez va gagner? De quelle manière? On verra si l'un d'entre vous a réussi à savoir en avance le bon pronostic. En tout cas, ça va être un très très beau combat. Hâte de voir ça. Et voilà, merci encore du soutien et à la prochaine. T'inquiète, ils vont s'abonner.